Auchan, Guy de Maupassant, à Octave Mirbeau. Les deux chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline, proche d'une petite ville de bains. Les deux paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait 4. Devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux aînés avaient 6 ans et les deux cadets 15 mois environ. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produites à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas et les deux pères confondaient tout à fait. Les 8 noms dansaient dans leur tête, se mêlaient sans cesse, et quand il fallait en appeler un, les hommes souvent en criaient 3 avant d'arriver au véritable. La première des deux demeures, en venant de la station d'eau de Rolleport, était occupée par les Tuvache, qui avaient 3 filles et un garçon. L'autre masure abritait les Valin, qui avaient une fille et 3 garçons. Tout cela vivait péniblement, de soupe, de pommes de terre et de grand air. À 7 heures le matin, puis à midi, puis à 6 heures le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Les enfants étaient assis, par rang d'âge, devant la table en bois, vernie par 50 ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse, pleine de pain molli, dans l'eau où avaient cuit les pommes de terre, un demi-chou et 3 oignons. Et toute la ligne mangeait jusqu'à plus faim. La mère empâtait elle-même le petit. Un peu de viande au pot-au-feu le dimanche était une fête pour tous. Et le père, ce jour-là, s'attardait au repas en répétant « Je m'y ferai bien tous les jours ». Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières. Et une jeune femme, qui conduisait elle-même, dit au monsieur assis à côté d'elle « Oh, regarde Henri, ce tas d'enfants, sont-ils jolis comme ça, à grouiller dans la poussière ?» L'homme ne répondit rien, accoutumé à ces admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit « Il faut que je les embrasse. Oh, comme je voudrais en avoir un. Celui-là, le tout petit. » Et, sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des 2 derniers, celui des Tuvache, et l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blonds frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Puis elle remonta dans sa voiture et partit au grand trot. Mais elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteaux, donna des bonbons à tous les autres et joua avec eux comme une gamine, tandis que son mari attendait patiemment dans sa frêle voiture. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut tous les jours, les poches pleines de friandises et de sous. Elle s'appelait Madame Henri Dubière. Un matin, en arrivant, son mari descendit avec elle, et sans s'arrêter aux mioches, qui la connaissaient bien maintenant, elle pénétra dans la demeure des paysans. Ils étaient là, en train de fendre du bois pour la soupe. Ils se redressèrent tout surpris, donnèrent des chaises et attendirent. Alors, la jeune femme, d'une voix entrecoupée, tremblante, commença « Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon. »
Les campagnards, stupéfaits et sans idée, ne répondirent pas. Elle reprit haleine et continua. « Nous n'avons pas d'enfant. Nous sommes seuls, mon mari et moi. Nous le garderions. Voulez-vous » La paysanne commençait à comprendre. Elle demanda. « Vous voulez nous prendre Charlot ?»« Oh ben non, pour sûr !» Alors monsieur Dubière intervint. Ma femme s'est mal expliquée. Nous voulons l'adopter, mais il reviendra vous voir. S'il tourne bien, comme tout porte à le croire, il sera notre héritier. Si nous avions par hasard des enfants, il partagerait également avec eux. Mais s'il ne répondait pas à nos soins, nous lui donnerions à sa majorité une somme de 20 000 francs, qui sera immédiatement déposée en son nom chez un notaire. Et comme on a aussi pensé à vous, on vous servira jusqu'à votre mort une rente de 100 francs par mois. Avez-vous bien compris ? La fermière s'était levée, toute furieuse. « Vous voulez que je vous vendions Charlot ?»« Oh mais non, c'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça. Oh mais non, ce serait une abomination. » L'homme ne disait rien, grave et réfléchi, mais il approuvait sa femme d'un mouvement continu de la tête. Madame Dubière, éperdue, se mit à pleurer et, se tournant vers son mari, avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits, elle balbutia. « Ils ne veulent pas, Henri, ils ne veulent pas. » Alors, ils firent une dernière tentative. « Mais, mes amis, songez à l'avenir de votre enfant, à son bonheur, à... » La paysanne, exaspérée, lui coupa la parole. « J'ai tout vu, j'ai tout entendu, c'est tout réfléchi. Allez-vous-en, et puis que je vous revoie pour par ici. J'ai-tu permis de vouloir prendre un enfant comme ça ?» Alors, Madame Dubière, en sortant, s'avisa qu'ils étaient deux tout petits, et elle demanda, à travers ses larmes, avec une ténacité de femme volontaire et gâtée qui ne veut jamais attendre, « Mais l'autre petit n'est pas à vous ?» Le père Tuvache répondit. « Non, c'est au voisin. Vous pouvez y aller si vous voulez. » Et il rentra dans sa maison où retentissait la voix indignée de sa femme. Les Valin étaient à table, en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau dans une assiette entre deux. Monsieur Dubière recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuation, de précautions oratoires, d'astuces. Les deux ruraux hochaient la tête en signe de refus, mais quand ils apprirent qu'ils auraient 100 francs par mois, ils se considérèrent, se consultant de l'œil, très ébranlés. Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. La femme enfin demanda « Qu'est-ce que t'en dis, l'homme ?» Elle prononça d'un ton sentencieux « Je dis que c'est point méprisable. » Alors, Madame Dubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Le paysan demanda « Cette rente de 1200 francs, ce sera promis devant le notaire ?» Monsieur Dubière répondit « Mais certainement, hein, dès demain. » La fermière, qui méditait, reprit « 100 francs par mois, c'est point suffisant pour nous priver du petit.
Ça travaillera dans quelques ans, Stéphane. Il nous faut 120 francs. Madame Dubière, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite, et comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna 100 francs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Le maire et un voisin, appelés aussitôt, servirent de témoins complaisants, et la jeune femme, radieuse, emporta le marmot hurlant, comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. Les Tuvache, sur leur porte, le regardaient partir, muets, sévères, regrettant peut-être leur refus. On n'entendit plus du tout parler du petit Jean Valin. Les parents, chaque mois, allaient toucher leurs 120 francs chez le notaire, et ils étaient fâchés avec leurs voisins parce que la mère Tuvache les agonisait d'ignominie, répétant sans cesse de porte en porte qu'il fallait être dénaturé pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une saleté, une corromperie. Et parfois, elle prenait en ses bras son Charlot avec ostentation, lui criant comme s'il eût compris: « Je t'ai pas vendu, mais je t'ai pas vendu, mon p'tio. Je vends pas mes enfants, mais je suis pas riche, mais vends pas mes enfants. » Et pendant des années, et encore des années, ce fut ainsi chaque jour, des allusions grossières étaient vociférées devant la porte, de façon à entrer dans la maison voisine. La mère Tuvache avait fini par se croire supérieure à toute la contrée, parce qu'elle n'avait pas vendu Charlot. Et ceux qui parlaient d'elle disaient: « Je sais bien que c'était engageant. C'était égal. Elle s'est conduite comme une bonne mère. » On la citait, et Charlot, qui prenait 18 ans, élevé avec cette idée qu'on lui répétait sans répit, se jugeait lui-même supérieur à ses camarades parce qu'on ne l'avait pas vendu. Les Valin vivotaient à leur aise grâce à la pension. La fureur inapaisable des Tuvache, restés misérables, venait de là. Leur fils aîné partit au service. Le second mourut. Charlot resta seul à peiner avec le vieux père pour nourrir la mère et 2 autres sœurs cadettes qu'il avait. Il prenait 21 ans quand, un matin, une brillante voiture s'arrêta devant les 2 chaumières. Un jeune monsieur, avec une chaîne de montre en or, descendit, donnant la main à une vieille dame en cheveux blancs. La vieille dame lui dit: « C'est là, mon enfant, à la seconde maison. » Et il entra, comme chez lui, dans la masure des Valin. La vieille mère lavait ses tabliers, le père infirme sommeillait près de l'âtre. Tous 2 levèrent la tête, et le jeune homme dit: « Bonjour papa, bonjour maman. » Ils se dressèrent, effarés. La paysanne laissa tomber d'émoi son savon dans son eau et balbutia: « C'est item néfant, c'est item néfant. » Il la prit dans ses bras et l'embrassa en répétant: « Bonjour maman », tandis que le vieux, tout tremblant, disait de son ton calme qu'il ne perdait jamais: « Te v'là-t-il revenu, Jean ?» comme s'il l'avait vu 1 mois auparavant. Et quand ils se furent reconnus, les parents voulurent tout de suite sortir le fieu dans le pays pour le montrer. On le conduisit chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Le soir, au souper, il dit au vieux: « Faut-il que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit au Valin ?» Sa mère répondit obstinément: « Je voulions point vendre notre enfant. » Le père ne disait rien. Le fils reprit:
C'est-il pas malheureux d'être sacrifié comme ça? Alors le père Tuvache articula d'un ton coléreux: Vas-tu pas nous reprocher de t'avoir gardé? Et le jeune homme brutalement: Oui, je vous le reproche, que vous n'êtes que des niants. Des parents comme vous, ça fait le malheur des enfants. Que vous mériteriez que je vous quitte? La bonne femme pleurait dans son assiette. Elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répandait la moitié. Tuez-vous donc pour élever des enfants. Alors le gars, rudement: J'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis. Quand j'ai vu l'autre tantôt, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, voilà ce que je serai maintenant. Il se leva. Tenez, je sens bien que je ferais mieux de ne pas rester ici, parce que je vous le reprocherai du matin au soir, et que je vous ferai une vie de misère. Ça, voyez-vous, je vous le pardonnerai jamais. Les deux vieux se taisaient, atterrés, larmoyants. Il reprit: Non, cette idée-là, ce serait trop dur. J'aime mieux m'en aller chercher ma vie autre part. Il ouvrit la porte. Un bruit de voix entra. Les Valin festoyaient avec l'enfant revenu. Alors, Charlot tapa du pied et, se tournant vers ses parents, cria: Manon, va! Et il disparut dans la nuit.